ici, c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la nouvelle saison du podcast de l'EJT Sport et merci de nous écouter. Je suis Corentin Delorme et j'ai autour de la table un casting 5 étoiles à vous proposer. Dans ce nouveau numéro, vous aurez l'opportunité d'entendre la douce voix d'Amélie Soulaire vous parler d'un événement qui a eu lieu ce week-end dans la Ville Rose, l'ultra-parisien Romain Brebant qui vous parlera du classique, la fan de F1 Naïs Frulio qui troquera sa passion pour évoquer les championnats de France de surf, le ténébreux Pierre Bourgeois qui enchaîne une deuxième titularisation de suite dans l'émission pour nous parler du retour de la NBA, et enfin notre chère Carla Lepage qui vous fera un petit tour de l'actualité sportive de la semaine écoulée, et comme d'habitude on finira par un quiz. Le programme est chargé mais il est splendide et sans plus attendre on commence avec Amélie. Salut Amélie. Salut Corentin. Alors petite question, si je te dis B-Boys et B-Girls, ça te fait penser à quoi ? J'ai envie de dire le breaking. Tout à fait. Toulouse a accueilli dimanche dernier la 31e édition du Trophée Masters, une compétition internationale de hip-hop breakdance où les B-Boys et B-Girls du monde entier viennent s'affronter. Je me suis donc rendue à la Halle au Grain, lieu des battles, et je vous propose de vous plonger vous aussi dans l'ambiance. Si vous entendez de la musique, c'est totalement normal parce que les danseurs sont en train de s'entraîner actuellement sur la scène. Concernant le public, la tranche d'âge est assez diversifiée, des petites filles, des petits garçons, des parents et même des grands-parents. Certains viennent en famille, d'autres entre amis. Il y a vraiment de tout et c'est ce qui est formidable dans les rendez-vous sportifs. L'amour du sport n'a vraiment pas d'âge. Je vous passe tout de suite quelques extraits. Ça commence bien, ça commence fort. Et ça a été une super expérience. Déjà dans un premier temps par rapport au public qui était super présent et qui a bien réagi à tout ce qu'on faisait et on se rend pas compte de l'importance que ça a dans notre art. Moi je me suis sentie super bien, ça fait partie de mes premières compétitions post-JO et donc vraiment ça me permet d'y aller avec un esprit beaucoup plus serein en fait, pas me préoccuper forcément de l'enjeu des victoires mais plus de mes sensations en danse, d'apprécier le moment. Donc là, celle que vous venez d'entendre, c'est Carlotta, une big girl française qui est aussi athlète olympique. Rien que ça, puisqu'elle a représenté la France au JO 2024 en breakdance. Alors déjà, merci à elle pour son passage dans EJT Sport. Nous n'avons malheureusement pas ramené la coupe à la maison, puisque ce sont les Espagnols qui ont soulevé le trophée cette année, mais on aura l'occasion de prendre notre revanche dans les années à venir. Merci beaucoup Amélie pour ce reportage de qualité et d'avoir mis un peu de lumière sur ce sport peu médiatisé qu'est le breaking. Pour tous les Toulousains qui nous écoutent, si vous avez raté l'édition de cette année, pas de souci, vous pourrez toujours essayer de vous rattraper l'an prochain. Et tant qu'on parle de danse, il y en a un qui a dû lâcher quelques pas dimanche soir après la victoire du PSG face à l'OM et c'est lui qui va vous en parler maintenant. Salut Romain. Salut Corentin. Effectivement, en tant que supporter parisien, je me suis régalé hier soir. Parce que ce dimanche 27 octobre, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 McDonald's, se tenait le fameux classique. L'Olympique de Marseille recevait à l'Orange Vélodrome son rival de toujours, le Paris Saint-Germain. Une rencontre particulièrement tendue qui avait déjà fait parler en dehors du terrain, puisque le match faisait l'objet d'un arrêt préfectoral interdisant le déplacement aux supporters de la capitale. Alors que les Phocéens avaient déroulé contre Montpellier la semaine passée en s'imposant 5-0 à la Mosson, les Parisiens sortaient eux d'une semaine européenne avec un match nul décevant face au PSV Eindhoven. Verdict du rectangle vert ce week-end, c'est finalement le PSG qui a remporté ce 108e classique de l'histoire. Une victoire sans difficulté pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 au Vélodrome. Les Parisiens se sont rendus le travail facile dès la 7e minute de jeu. Nuno Mendes déborde sur son côté gauche avec un centre à ras de terre, dans un premier temps repoussé par Geronimo Rulli, qui revient finalement dans les pieds de João Neves, et le milieu de terrain portugais ouvre son compteur de buts pour la saison. À la 20e minute de jeu, le match tourne définitivement en faveur des Parisiens, suite au carton rouge très controversé du Marseillais Amin Harit. Pour Roberto De Zerbi, le carton rouge n'a pas lieu d'être. En conférence de presse d'après-match, le tacticien marseillais a déclaré « Si tu veux favoriser le spectacle, tu ne peux pas faire ça. Sans cette expulsion, on aurait réussi à rentrer dans le match, c'est certain. » Son homologue parisien, Luis Enrique, ne partage évidemment pas cet avis. Pour lui, c'est sûr, le carton rouge change un peu le match, mais en vérité, même avant, l'équipe était au-dessus. La sanction est alors quasi immédiate pour les Marseillais. 9 minutes plus tard, sur un centre d'Achraf Hakimi, pourtant sans danger, Leonardo Balerdi dévie le ballon dans ses propres cages. Ça fait 2-0 pour les Parisiens. C'est finalement Ousmane Dembélé à la passe et Bradley Barcola à la finition qui plient le match dès la 40e minute de jeu avec le troisième et dernier but de la rencontre.
En s'imposant ce dimanche face aux Marseillais, les Parisiens s'offrent une 52e victoire face à leurs rivaux, ces derniers n'ayant plus gagné face au PSG à domicile depuis 13 ans, avec une dernière victoire remontant au 27 novembre 2011. Le club de la capitale profite ainsi de la mauvaise opération de Monaco à Nice et se retrouve seul en tête du classement avec 23 points. Les Phocéens conservent quant à eux leur 3e place, mais voient les Lillois revenir à leur hauteur. En résumé, une journée au boulot pour le PSG et peut-être déjà la fin des espoirs de titre pour l'OM. Et de toute façon, ici, on n'a pas le temps de rêver et de s'étaler. Ce podcast, c'est un TGV lancé à pleine vitesse, puisqu'il est déjà l'heure des brèves. Salut Carla. Salut Corentin, bonjour à tous. Eh bien oui, on peut dire que les sportifs ont brillé ce week-end et ce week-end était parfait pour le sport toulousain. Le TFC s'est imposé 3-0 dimanche sur le terrain de Montpellier et remonte à la 14e place du classement. Côté rugby, très grosse performance du Stade Toulousain qui s'impose 57-5 face à Toulon et prend la tête du top 14. Enfin, le Phoenix continue son début de saison de rêve en s'imposant à Chartres à 27-31. Les handballeurs toulousains sont toujours deuxièmes de D1. Le monde du tennis de table a vécu un moment historique avec Félix Lebrun qui s'est imposé face au japonais Tomokazu Halimoto. À tout juste 18 ans, il remporte le WTT Champions de Montpellier avec 4-7-1 et devient le premier Français à remporter un tournoi de ce niveau-là. Également en natation, Léon Marchand a réalisé un nouveau triplé lors du 400 mètres 4 nages et pulvérisé son record. C'était à Incheon, en Corée du Sud, pour la 2e étape de la Coupe du Monde de natation. Il s'est imposé face au quadruple champion olympique Duncan Scott. Également en tennis, Giovanni Mpéchi-Péricard s'est offert son premier tournoi ATP 500 à Bâle, en Suisse. En 2-7, il s'est imposé face à l'Américain Ben Shelton et signe sa première victoire dans la catégorie la plus importante après les Grands Chelem et les Master 1000. Et puis, en F1, Carlos Sainz s'est illustré lors du Grand Prix de Mexico. Le pilote espagnol a largement devancé Lando Norris et Charles Leclerc ce dimanche 27 octobre. Il a également détrôné le Néerlandais Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix en 2023. Et puis, en équitation, la France a accueilli le concours de saut international de Saint-Lô. Ce week-end, le cavalier belge Rick Emmerich et son cheval Inouï du Seigneur se sont imposés avec un parcours sans faute. Ils ont devancé la Française Pénélope Le Prévost et son étalon Henning Flamingo qui remporte la médaille d'argent. L'Italien Lorenzo De Luca s'est hissé à la 3e position avec sa monture Violino Il Palazzetto. Merci Carla pour ce tour de l'actualité qui a été très riche et dense la semaine passée, notamment du côté de nos Français. On espère que ça va continuer. On va maintenant s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique avec Pierre qui va nous parler du retour de la NBA. Salut Pierre. Salut Corentin, effectivement on va parler de la NBA, la Ligue américaine de basket qui faisait son retour la semaine dernière. On est reparti pour près de 6 mois de saison régulière durant lesquels chacune des 30 équipes va disputer 82 matchs avant de laisser place aux playoffs au mois d'avril pour les 16 meilleures d'entre elles. Objectif ultime, atteindre les finales NBA qui débuteront au début du mois de juin. Cette nouvelle saison s'annonce palpitante avec de nombreuses équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Si les Boston Celtics, champions en titre, font office de favoris, plusieurs de leurs concurrents se sont bien renforcés cet été à l'image des Knicks de New York, du Thunder d'Oklahoma City ou encore des Mavericks de Dallas, finalistes l'an dernier. Sans oublier bien sûr les Denver Nuggets, champions en 2023 et encore bien d'autres équipes qui pourraient nous surprendre. S'il faut suivre la NBA cette année, c'est aussi pour voir les performances de nos Français qui sont de plus en plus nombreux dans la Grande Ligue. On en compte 14 cette saison, ce qui fait de la France le 3e pays le plus représenté derrière les États-Unis et le Canada. On va bien sûr garder un œil attentif sur la 2e saison au NBA du phénomène Victor Wembanyama, qui espère poursuivre sur la lancée de sa première année réussie et performer collectivement avec son équipe des San Antonio Spurs. Mais on va aussi suivre attentivement la saison des rookies Zachary Rizaché, Alexandre Sarr et Tidjane Salin, tous les 3 sélectionnés dans le top 4 de la dernière draft. On espère voir l'un d'entre eux remporter le titre de rookie de l'année, qui avait déjà été remporté par Victor Wembanyama l'an dernier. Et on n'oublie pas les autres pépites françaises comme Pacom Dadier, Bilal Koulibaly ou encore Ryan Rupert, ni leurs compatriotes plus expérimentés, Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Gershon Yabusele. Pour parler des premiers résultats, ce sont les Boston Celtics qui ont donné le coup d'envoi de cette saison 2024-2025 en s'imposant à domicile face aux New York Knicks. Avec 3 victoires en autant de matchs, les champions en titre font déjà forte impression. Mais ils ne sont pas les seuls à démarrer fort, puisque les Cleveland Cavaliers, l'Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Lakers ont eux aussi remporté tous leurs matchs jusqu'ici. Et puisqu'on parle des Lakers, on est obligé d'évoquer le moment historique vécu par LeBron et Bronny James, qui sont devenus le premier duo père-fils à évoluer au même moment sur un parquet NBA, qui plus est dans la même équipe. Bref, on risque encore de vivre de belles émotions devant la NBA cette année, donc même si les horaires des matchs sont un peu tardifs et je sais de quoi je parle, je vous invite à garder un œil assez attentif sur cette belle compétition qui connaît en plus un engouement de plus en plus fort en France ces dernières années. La NBA sera d'ailleurs de passage à Paris en janvier 2025 à l'occasion de 2 rencontres entre les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs, l'équipe de Victor Wembanyama.
Les places partent très vite, donc si vous espérez en obtenir une, il faut vraiment se dépêcher. Et merci Pierre pour ce petit aperçu de la nouvelle saison NBA qui s'annonce pour le moins alléchante et probablement pleine de rebondissements. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos pronostics sur le compte de l'EJT Sport sur Instagram. On discutera probablement des pronostics les plus farfelus. Pas de débat cette semaine, mais on a une nouvelle rubrique qui fait son apparition puisque Naïs va vous proposer dans l'émission de cette semaine une interview de la toute nouvelle championne de France de surf junior, Anaïs Blanchard. Salut Naïs. Salut Corentin, aujourd'hui on parle surf. Anaïs Blanchard, 18 ans, a été sacrée championne de France junior la semaine dernière à Seignos pour sa dernière année avec le Pôle France. Elle a accepté de répondre à nos questions et de nous donner son ressenti suite à sa victoire. On l'écoute tout de suite. Mon objectif, c'était de gagner le championnat de France dans ma catégorie parce que ça faisait 3 ans que je me battais pour gagner ce titre. Arrivé en finale avec le stress et la pression, je passais à côté à chaque fois. Je finissais souvent 3e ou 4e, j'arrivais pas à atteindre la première place. Donc là, cette année, c'était ma dernière chance. Donc j'ai tout donné et avec les entraînements, etc., j'ai réussi à atteindre l'objectif. Donc je suis super contente. En plus, là, c'était ta dernière année et tu étais capitaine de l'équipe de France en plus de ça. Oui, là, c'était ma dernière année junior. L'année prochaine, je vais pouvoir faire qu'en open les compétitions. Et ça faisait 3 ans que j'étais en équipe de France pour faire les différentes compétitions. Donc il y a eu 3 championnats du monde et 2 championnats d'Europe. Et pour ma dernière année, vu qu'aussi avec l'expérience, je suis arrivée dans les plus grandes de l'équipe, j'ai eu l'opportunité d'être capitaine de l'équipe de France. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être capitaine. C'est pas donné à tout le monde déjà d'être qualifié et en plus d'être capitaine. Donc j'étais trop contente, c'était trop bien. Qu'est-ce qui a changé justement cette année qui fait que tu as réussi à aller au bout et que tu as réussi à décrocher ce titre de championne de France? Techniquement, je sais que j'étais loin d'être la moins bonne. Là, cette année, j'étais vraiment dans l'optique de me dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je suis tout le temps passée à côté, donc autant que j'y aille à fond. J'ai réussi à m'organiser dans ma tête pour être vraiment focus au moment voulu. Le stress, j'ai réussi à le mettre de côté. J'ai tout donné, tout s'est bien passé, donc voilà. Quels sont tes projets pour la suite? Qu'est-ce que tu vas faire après? Là, après cet objectif, je vise un peu plus haut. Donc, il y a les pros juniors, donc c'est sur le circuit européen. J'essaye de me classer dans les 10 ou 5 premières en fonction de ce que je vais réussir à faire l'année prochaine. Donc, je mets pas trop de pression parce que si dans le niveau du surf, c'est quand même très difficile d'en vivre. Donc là, je suis plus en train de me dire, bon, je me donne à fond, je vais voir ce que ça donne et en fonction, je vois si je vais continuer très longtemps ou pas et voilà. Et on remercie Anaïs et on lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? C'était meilleur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est... Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle. Il est l'heure du quiz, chers amis. Cette semaine, je propose un Qui suis-je? On a donc 2 équipes. À ma gauche, Romain et Pierre. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ils sont prêts, ils sont beaux. Et à ma droite, Naïs et Carla. Est-ce que vous êtes prêtes? Plus que jamais. Plus que jamais. Alors, chers amis, j'espère que vous avez trouvé. Sinon, ça va être très très gênant. Alors, premier indice. Je suis un homme. Bon, personne va se lancer. Deuxième indice, je suis un double médaillé d'or olympique. Toujours personne qui veut se mouiller. Très bien, on manque beaucoup de courage sur le plateau quand même. Troisième indice, ma discipline a repris sa saison ce week-end. Et là, Romain qui se prend la tête parce qu'il l'a peut-être. Non, j'ai la discipline, mais j'ai pas le sportif. Quelle est la discipline? Félix Lebrun? Non, parce que ça avait repris déjà la semaine d'avant, on en a parlé dans le premier podcast en plus, Naïs. Aïe 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 aïe. C'est le ski qui a repris ce week-end. J'ai la double nationalité autrichienne-néerlandaise. Je l'ai pas. Il l'a pas. Je l'ai pas. Et mon sport implique donc de glisser sur la neige, c'était le dernier indice. Je pense que je vais un peu écorcher son nom, mais je crois que je l'ai, ça doit être Marcel Hirscher. Hirscher, ouais, c'est une victoire pour Pierre et Romain. Bravo à vous et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Le podcast de l'EJT Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et maintenant YouTube. Merci à Amélie, Romain, Carla, Pierre et Naïs derrière les micros, Quentin et Léopold à la régie et Jean Côme au montage. On se retrouve dès mardi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.